Merci beaucoup, mes chers amis. Merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter chaque année. Et donc, j'ai le plaisir de vous traiter aujourd'hui du syndrome inflammatoire persistant. Alors, la semaine dernière, j'avais parlé du fièvre au long cours. Il y a des ressemblances, si vous voulez, entre le raisonnement médical. Et puis, je vais essayer de vous convaincre, en fin de compte, que le syndrome inflammatoire persistant, ce n'est pas uniquement l'affaire du spécialiste, ce n'est pas l'affaire d'une hospitalisation tertiaire en médecine interne. Vous allez voir que le médecin généraliste a un rôle extrêmement important et qu'on peut débrouiller beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'on nous envoie avec des diagnostics qui, en général, ne sont pas particulièrement compliqués. Alors, comment on passe? Bon, ceci dit, donc on va meubler le temps qui nous est, en attendant que ça s'arrange. Alors, globalement, si vous voulez, quand vous avez un syndrome inflammatoire persistant, il y a deux façons de voir. Est-ce qu'on s'est posé la bonne question quant aux paramètres biologiques que l'on a utilisés, à savoir, vous savez très bien que dans les protéines d'inflammation, vous avez la VS, la CRP, il y a la procalcitonine, il y a l'électrophorèse des protéines, il y a l'aptoglobine, il y a l'orosomucoïde, il y a la ferritine également qu'on oublie. Et donc, en gros, tous ces paramètres d'inflammation doivent être intégrés dans le bon sens. La deuxième chose qu'il faut intégrer également quand vous avez un syndrome inflammatoire, c'est est-ce qu'il y a une fièvre ou est-ce qu'il n'y a pas une fièvre? Aussi bien la conduite à tenir est complètement différente, et donc bon, je suis un peu embêté. Bon, on va attendre que ça se fasse. Alors, est-ce qu'il y a une fièvre ou est-ce qu'il n'y a pas une fièvre? Alors, quand il y a une fièvre, le raisonnement est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce qu'on appelle le syndrome fébrile au long cours. Et dans le syndrome fébrile au long cours, vous avez ces diapos qu'il faut connaître par cœur. Pourquoi? Parce que quand vous avez un syndrome fébrile, il faut obligatoirement faire la courbe de la température. Pourquoi? Parce que cette courbe de température vous permet très aisément de poser des diagnostics faciles sans avoir à faire des examens complémentaires beaucoup plus compliqués que je vais détailler tout à l'heure. Et cette diapo le montre très très bien. Quand vous avez une fièvre en plateau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a 40 de température, vous mettez votre paracétamol, ça baisse à 39,5 et il reste en permanence à 40, 40 et demi. Là, il y a trois situations. Il n'y en a pas plus. La première situation, c'est la fièvre typhoïde, notamment dans le contexte marocain. Et la fièvre typhoïde, c'est pas ce que vous faites le sérodiagnostic de Vidal et Félix, c'est pas comme ça. Cliniquement, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle une dissociation entre le pouls et la température. Avec des lésions cutanées, vous avez 40 de température, 70 battements par minute, c'est pas autre chose qu'une fièvre typhoïde, et vous allez traiter pendant 5 jours C3G-quinolone. La deuxième hypothèse, c'est les septicémies. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que les Marocains voyagent souvent maintenant. On reçoit une population qui vient d'Afrique subsaharienne, mais pas uniquement. Je disais la semaine dernière, les Marocains se sont enrichis, ils voyagent. Si vous allez en Amazonie, ben là aussi, il y a du paludisme. Donc, la question à paludisme n'est pas égale obligatoirement à Afrique subsaharienne. Deuxième situation de syndrome inflammatoire persistant avec un syndrome fébrile, c'est ce qu'on appelle la fièvre rénitente, c'est-à-dire qu'elle vient, qu'elle part. Là aussi, c'est très simple. Scan thoraco-abdominopelvien, vous avez une suppuration profonde, il ne faut pas tourner autour du pot, ça ne sert à rien de faire les autres bilans, NFS, CRP, etc. Et puis, il y a la fièvre intermittente. La fièvre intermittente, on l'a tous fait quand on était étudiant en médecine. Rappelez-vous, la fièvre tierce, la fièvre quartz, c'est une fièvre qui va venir, qui va disparaître et qui réapparaît. Là, c'est l'interrogatoire. Et là aussi, goutte épaisse, vous posez le diagnostic, c'est un paludisme. Et puis, la dernière hypothèse, volontairement, je vous ai mis les situations marocaines. J'aurais été aux États-Unis, probablement j'aurais donné d'autres hypothèses. Et puis, il y a la fièvre ondulante. Et c'est pour ça que je réinsiste encore une fois sur l'importance de faire cette courbe de la température, parce que sans cette courbe, vous ne pouvez pas raisonner. La fièvre ondulante, c'est ça. Et c'est des accès fébriles à début et à fin progressif, avec une apyrexie, et là aussi, deux situations marocaines. La première situation, vous savez très bien, c'est le lait, le halib dial l'aba, vous savez très bien, au Maroc, on adore ça, c'est la brucellose, notamment les gens qui prennent du lait directement de la vache, d'accord, ou alors qui achètent du lait non pasteurisé. Et puis une entité marocaine de chez nous, et notamment chez les gens qui habitent le nord et qui habitent la région de l'Hossima, etc., n'oubliez pas la maladie d'Hodgkin. Maladie d'Hodgkin, c'est une hémopathie
maligne, c'est le seul cancer curable à 100%, il ne faut pas passer à côté. Ne vous attendez pas à avoir des adénopathies pour poser le diagnostic. Ça, c'est une indication d'une biopsie ostéomédulaire et vous poserez le diagnostic d'une maladie d'Hodgkin. Et donc, vous avez vu, toutes ces situations sont des situations de syndrome inflammatoire qui persistent, avec un syndrome fébrile, sans examen complémentaires coûteux, et vous pourrez poser le diagnostic très rapidement. Alors, je n'ai pas de quoi continuer. Je peux faire le topo sans parler, mais sans voir les diapos, mais il vaut mieux avoir les diapos. J'ai rien, j'ai pas de quoi travailler. Mendy, ils ont bloqué, c'est bloqué à l'intérieur, c'est pas, je suis désolé. Hein, mais moi, c'est moi qui dois passer, parce que je ne sais pas ce qui passe. Parce qu'on passe en fonction de ce que j'ai envie de dire. Oui, une question. Merci, professeur Ramouche. Une question. Comment diagnostiquer un syndrome inflammatoire chronique? Oui, ça c'est super. Voilà, comme ça on va commencer déjà. Ça me permettra de gagner quelques diapos. Alors en gros, vous avez tous vécu cette histoire de la Haute Autorité de Santé qui a déremboursé la vitesse de sédimentation. Donc ça, c'est vraiment l'exemple type où il ne faut pas appliquer ce qui se fait à l'étranger chez nous au Maroc. Pourquoi ? C'est vrai que la vitesse de sédimentation est un paramètre, c'est peut-être le moins bon des protéines, des paramètres de l'inflammation, mais c'est un examen complémentaire qui coûte quand même 30 dirhams. Donc, qu'on le veuille ou pas dans le contexte marocain, on est obligé d'intégrer le prix du coût de chaque examen complémentaire que l'on donne quand on le compare à 400 dirhams pour la procalcitonie. L'AVS est un mauvais examen. Pourquoi ? Parce qu'il a une cinétique qui est longue, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 100 de vitesse de sédimentation, et que si le malade s'améliore, il faut attendre 21 jours pour avoir une VS qui commence à baisser. La deuxième chose, c'est qu'il existe beaucoup de faux positifs dans les tests de sédimentation, et notamment deux que vous devez connaître, c'est l'anémie, et l'anémie, mais quand vous avez une VS au-delà de, ça ne dépasse jamais 60 mm de mercure, donc quand vous avez 120, c'est un vrai syndrome inflammatoire. Et puis, la VS accélérée doit toujours être couplée par électrophorèse des protéines. Pourquoi ? L'exemple type, c'est le sujet d'un certain âge qui a des douleurs osseuses, il a une VS à 120, vous pensez que c'est un syndrome inflammatoire, et au fait, c'est une hypergamma monoclonale, et c'est un myélome multiple. Donc c'est ça, en gros, la problématique de la VS. La CRP, on la préfère à la vitesse de sédimentation pour la cinétique de la CRP, qui est à peu près de 48 heures. En gros, vous avez une CRP aujourd'hui qui est élevée, vous commencez un traitement, vous êtes efficace, ça doit commencer à baisser dans les 48 premières heures. Et puis, il y a la procalcitonine. La procalcitonine est un examen. Au Maroc, je ne sais pas pourquoi, on lui a donné l'étiquette que c'est un paramètre d'infection bactérienne. Faux. Ça n'a rien à voir. La procalcitonine est un paramètre qui est meilleur de la CRP parce qu'elle a une meilleure valeur prédictive positive, une meilleure valeur prédictive négative, elle a une meilleure cinétique, elle a une demi-vie qui est courte, et en gros, elle se positive très rapidement dès la 3e heure, et en moins de 24 heures, ça commence à baisser quand vous êtes efficace. Mais ce n'est pas un paramètre d'infection bactérienne. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la procalcitonine élimine une infection virale, tout simplement. Mais elle peut être positive, elle peut être positive dans plein de situations infectieuses, que ce soit les infections bactériennes, les infections fongiques, les infections parasitaires comme le paludisme, dans les syndromes inflammatoires, dans les maladies systémiques, dans les formes systémiques extrêmement sévères. Donc en gros, à la question aujourd'hui, est-ce qu'on a un marqueur idéal d'inflammation ? La réponse est clairement non. Et donc, les paramètres de l'inflammation, leur seul rôle, ce sont des outils qui nous permettent, en fin de compte, de raisonner. Et le médecin est le principal conducteur de ces outils. Voilà, c'est vraiment le message, et je te remercie de m'avoir posé cette question, et ça me permet donc d'avancer. L'autre chose également, quand vous avez un syndrome inflammatoire persistant, la première chose, c'est l'examen clinique. Je suis interniste et je suis là pour ça. C'est le purpura fulminans, les signes de gravité, donc la méningococcémie, se poser la question d'un patient splénectomisé. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a été splénectomisé par un AVP ou par un PTI, c'est des patients qui font des infections à germes encapsulés, et donc notamment l'hémophilus influencé ou alors les salmonelloses. Syndrome septique, ça c'est facile, le reste j'y passe parce que c'est des choses extrêmement faciles. L'autre chose également que j'ai envie de vous intégrer,
c'est que méfiez-vous de ces lombalgies fébriles avec un syndrome inflammatoire persistant. Souvent, c'est des patients qui sont traités pour des coliques néphrétiques, c'est des patients qui sont traités pour des lombalgies inflammatoires comme une SPA, etc. Méfiez-vous de cela. Toute lombalgie fébrile avec un syndrome inflammatoire qui persiste est une endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Et ce sont des emboles septiques avec des spondylodicites. Et ce sont des IRM qu'il faut faire, voire des PET scans. Et donc faire une écho-cœur et au mieux une échographie transœsophagienne. Et à l'étape clinique, ça vous permet de poser le diagnostic. Donc faites très attention au syndrome inflammatoire avec des lombalgies fébriles. Après, le reste de l'examen est facile. Le reste de l'interrogatoire est essentiellement aisé. Pourquoi je réinsiste? Ça ne fait pas scolaire. C'est que tout simplement, c'est ce qu'on appelle, vous savez que, moi, mon patron me disait, le diagnostic est souvent dans le dossier médical. Et ne devient syndrome inflammatoire persistant qu'un mauvais interrogatoire ou alors des examens complémentaires qu'on n'a pas su interpréter. Et donc, les vrais syndromes inflammatoires compliqués, tertiaires, qui ont besoin d'une hospitalisation, ben c'est moins de 10% des cas. Et si on fait exactement ce que je suis en train de mettre ici sur ce dossier, ben on pose le diagnostic de façon assez aisée. Donc, en gros, pour clore cette première grosse partie, tout syndrome inflammatoire persistant n'est pas infectieux, n'est pas obligatoirement infectieux, et toute infection ne nécessite pas obligatoirement une antibiothérapie, parce qu'il y a plein d'infections qui sont virales ou autres. Voilà la question et je te remercie de m'avoir posé cette question. Quel est pour vous l'indicateur le plus fiable du syndrome inflammatoire? J'ai répondu à cette question. Et ce que je voulais vous dire également, donc là aussi j'en ai parlé, et j'ai parlé également de cette cinétique, tout à l'heure j'en ai parlé, donc le seul intérêt de la CRP par rapport à la VS, c'est la cinétique et pas d'autre, et à aucun moment on ne peut dire qu'une CRP élevée égale une infection bactérienne. Un exemple typique, la péricardite virale, ça vous donne 500 de CRP. Une arthrite chronique juvénile dans sa forme systémique, vous avez 500 mg de CRP, et pourtant ça n'a rien à voir, c'est une corticothérapie qu'il faut donner, et ça n'a strictement rien à voir avec un processus infectieux. Des exemples que je donne qui sont simples, des exemples qui sont responsables de syndrome inflammatoire inexpliqué, et regardez cette diapo, elle est piégée volontairement. Regardez, toutes les affections suivantes, sauf une, peuvent donner un syndrome inflammatoire. Laquelle? Et je suis sûr que ça serait quoi pour vous? Est-ce que quelqu'un peut se mouiller? Une n'est pas un syndrome inflammatoire. La dissection de l'aorte. Eh bien, c'est faux. Donc, toutes ces situations sont vraies, sauf l'hyperthermie habituelle, qui n'est pas... Alors voilà, je vais y revenir. Donc oui, quand vous avez un syndrome inflammatoire au long cours, vous avez raison de penser que la cause infectieuse est la première qu'il faut éliminer. L'endocardite, j'y insiste encore une fois, parce qu'on reçoit énormément de patients qui ont une endocardite infectieuse. C'est des patients que vous voyez qui passent à côté et qui atterrissent chez nous en hospitalisation parce qu'il y a un retard de diagnostic. Un retard de diagnostic notamment dans les endocardites d'Osler, ces formes subaiguës, et vous avez des endocardites même à ETO négatif, où des fois on est obligé de faire un PET scan pour poser le diagnostic. Je vous montrerai tout à l'heure l'intérêt de cela. La tuberculose, oui, mais un gros message. Un gros message, c'est que le quantiférant ne pose pas le diagnostic d'une tuberculose maladie. Ça, c'est vraiment un énorme message que j'ai envie de passer, parce que tous nos collègues font le quantiférant et ils disent c'est une tuberculose maladie. Non. Le quantiférant, si je le fais ici, tout le monde a un quantiférant positif. Le seul intérêt du quantiférant, c'est d'éliminer, c'est de poser une infection tuberculeuse latente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me mets en situation d'immunodépression et que si je suis en situation de réactivation de la tuberculose, comme si vous donnez une biothérapie à l'anti-TNF, là vous allez donner un traitement prophylactique par une bithérapie, rifampicine niosoniazide, pour la tuberculose. Mais à aucun moment, vous ne pourrez dire que vous avez une tuberculose sur un quantiférant. Pire, quand un patient est très immunodéprimé et qu'il a une vraie tuberculose, ben, le quantiférant est négatif, parce qu'il est toujours négatif en cas d'immunodépression extrêmement sévère. Les autres choses, c'est des choses que vous connaissez, je vais y aller très rapidement. Et regardez dans les pathologies infectieuses, la sinusopathie chronique, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure, les infections bactériennes, virales, etc. Donc ça, je vais y aller rapidement. Et puis, pour atterrir à une étiologie qui me tient à cœur, pourquoi? Parce qu'on s'est tous fait avoir. On s'est tous fait avoir sur les hémopathies lymphoïdes. Pourquoi? Parce que dans la tête des docteurs, Hodgkin et lymphoma non-Hodgkinien égale adénopathie, ce qui n'est pas toujours vrai. Vous pouvez avoir un scanner thoracope dominant, c'est ce qu'on appelle les formes ostéomédulaires, les formes médulaires, et donc ces formes-là nécessitent une biopsie ostéomédulaire, et donc n'éliminez pas ce diagnostic
sans avoir fait une biopsie. Je vais y revenir tout à l'heure quant à l'indication de cela. Et puis, il y a une étiologie. Une étiologie, j'ai mis ici métastase hépatique. Vous avez classiquement quelqu'un qui a un néo du côlon, qui a des méta-hépatiques. Comme il a un néo du côlon, il a été opéré, vous avez un syndrome inflammatoire, on vous dit que c'est probablement une complication, une surinfection infectieuse. Attention, si vous avez des méta-hépatiques, il y a un test thérapeutique, c'est de l'aspirine. Et si la fièvre disparaît, et si le syndrome inflammatoire disparaît, c'est probablement la méta-hépatique en elle-même qui est responsable du syndrome inflammatoire. Maladie systémique, c'est mon côté interniste, je suis obligé d'en parler, mais je ne vais pas les détailler, ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est vrai que ce n'est pas la cause la plus fréquente des syndromes inflammatoires inexpliqués, c'est mon premier message. Le deuxième message que j'ai envie de vous passer, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous des maladies récentes actuellement dans le contexte marocain que l'on oublie. Tout sujet au-delà de 55 ans qui a un syndrome inflammatoire persistant, s'il a des céphalées, c'est une maladie d'Horton. S'il a une claudication intermittente de la mâchoire, c'est une maladie d'Horton. S'il a une hyperesthésie du cuir chevelu, c'est une maladie d'Horton. Et si vous prenez le temps de poser le diagnostic, le temps d'arriver chez moi en consultation, il a déjà une cécité bilatérale irréversible par une occlusion de l'artère centrale de la rétine. Ça, c'est le sujet âgé, c'est obligatoire. Deuxième message également important, c'est une maladie qui n'existait pas chez nous au Maroc quand on se disait qu'il existait un gradient nord-sud entre l'Occident et le Maroc. Faux. C'est que tout simplement l'espérance de vie marocaine, avant, il y a 30 ans, elle était de 60 ans, actuellement, elle est de 78 ans, et donc des maladies qui n'existaient pas liées à l'âge apparaissent maintenant. C'est ce qu'on appelle les vascularites. Et méfiez-vous, tout asthme tardif, l'asthme, ce n'est pas 50 ans. Quelqu'un qui fait un asthme à 50 ans, ce n'est pas normal. Et ce, d'autant plus qu'il a une hyperéosinophilie, ce n'est pas de l'allergie à 50 ans, c'est un Churg-Strauss, c'est une vascularite. Et voilà un des diagnostics. Et là, j'ai 3 médecins que je soigne actuellement, un à Tétouan, un à Tanger et un à Agadir, avec un retard extrêmement important, parce qu'on les a traités pour un asthme à 70 ans. Un asthme à 70 ans, ça n'existe pas. Quand on sibyle à 70 ans, c'est soit un asthme cardiaque, soit c'est un Churg-Strauss. Et voilà une des complications, une des hypothèses extrêmement fréquentes. Et puis, j'ai mis cette hypothèse pour faire plaisir à mon maître et mon ami, le professeur Ousdoun. La fibrose rétropéritonéale, c'est des choses, on passe à côté. Et la fibrose rétropéritonéale, c'est une forme systémique. Donc, c'est une fibrose et donc, elle peut être responsable également. Et puis, une entité marocaine. Une entité marocaine, c'est ce qu'on appelle la fièvre méditerranéenne familiale. La fièvre méditerranéenne familiale, c'est extrêmement fréquent chez les juifs séfarades. C'est fréquent également chez les juifs séfarades, c'est-à-dire les juifs de la région maghrébine, d'accord, contrairement aux juifs ashkénazes qui sont du nord de l'Europe. Et puis, dans certaines régions marocaines, les gens qui s'appellent Cohen, Benchkohen, je ne porte pas de jugement, hein, mais dans la région de Fès, il y aurait certaines formes voilà, au Maroc. Et donc, gène MEFV découvert au Maroc, c'est le gène de la maladie périodique. Colchicine, test thérapeutique, et tout rentre dans l'ordre. Voilà une des hypothèses. Et vous avez vu que ce sont des diagnostics, bien sûr, ce sont des diagnostics d'interrogatoire. Et puis, on s'est tous fait avoir. On s'est tous fait avoir par une chose, c'est que quand vous avez un syndrome inflammatoire persistant, si vous ne déshabillez pas votre patient, vous êtes sûr de passer à côté d'un diagnostic. Et le diagnostic où tout le monde se fait avoir, c'est la thrombose veineuse. Thrombose veineuse et embolie pulmonaire à bas bruit, tous on se fait avoir. Et l'autre message également, s'il vous plaît, que j'ai envie de passer, parce qu'on fait de la formation médicale continue. La semaine dernière, je reçois un patient, une patiente, trop surmédicalisée, qui est sous anticoagulant parce qu'elle a des dédimères positifs. Je vous rappelle encore une fois, et je le répéterai à chaque fois jusqu'à ma mort, les dédimères, on l'a vu, les catastrophes pendant la période du Covid, ne posent pas le diagnostic d'une phlébite ou d'une embolie pulmonaire. Le seul intérêt des dédimères, c'est que quand c'est négatif, ça permet d'éliminer. Mais ça ne pose jamais, ça ne permet pas de poser l'indication d'un traitement anticoagulant. Loin de là, au contraire, c'est de la iatrogénie, vous risquez de tuer vos malades par des accidents hémorragiques. Donc jamais, jamais indication d'anticoagulants sur des dimères. Et donc là, j'ai fini avec ma deuxième partie. Et donc, en gros, comment est-ce qu'un médecin généraliste doit raisonner devant un syndrome inflammatoire persistant avant de l'envoyer chez l'interniste? Première chose, c'est l'origine ethnique, méditerranéenne familiale. Antécédents familiaux, la profession, les éboueurs, c'est la leptospirose au Maroc. Les gens qui travaillent dans les bains morts, c'est la leptospirose également au Maroc, d'accord. Les vétérinaires et les éleveurs, c'est la brucellose. Les loisirs,
d'accord, donc vous voyez de quoi je parle. Les voyages, c'est bien sûr le paludisme. Les animaux, c'est essentiellement la rickettsiose avec la tique de chien. N'oubliez pas les médicaments, c'est une des causes majeures également de fièvre au long cours. Une fois qu'on a posé un bon interrogatoire, on va évaluer les céphalées, les sudations nocturnes pour la tuberculose. On éliminera bien sûr la tuberculose. Il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une intervention chirurgicale récente? Il y a 2 ans, j'ai eu une fièvre au long cours. PET scan, je retrouve c'était quoi? Et c'était un très grand chirurgien, c'était une compresse qui était à l'intérieur. Donc en fin de compte, toujours, il faut garder, comme on dit au Maroc, il faut garder les pieds sur terre. C'est des questions simples que l'on pose. Et souvent, en faisant cela, très peu de syndromes inflammatoires deviennent persistants. Et puis, on se pose la question de la thrombose veineuse, se poser la question bien sûr, des médicaments. Et la deuxième étape, et je remets une autre couche. La deuxième étape, une fois qu'on a fait tout cela, on redéshabille le malade, il n'y a pas de mal à faire cela. Et puis, bien sûr, on va examiner le patient de la tête au cou. Examen ophtalmologique, pourquoi c'est important? Un œil rouge, SPA, un truc basique, uvéite antérieure, douleur articulaire, syndrome inflammatoire, spondylarthrite ankylosante. Et puis, œil rouge, il y a plein d'étiologies, ce qu'on appelle une uvéite. Et dans les uvéites, il y a plein d'étiologies qui nous permettent, bien sûr, d'évoquer sarcoïdose, etc., etc. Donc, c'est le mode d'entrée. Et puis, pour mesdames qui portaient le voile, prenez l'habitude d'enlever le voile de vos patientes et de regarder les cartilages ici de l'oreille. Eh bien, 2 fois polychondrite atrophiante, une inflammation du cartilage de l'oreille avec le lobule strictement normal. Voilà, c'est des choses basiques sur des interrogatoires extrêmement simples. Les carotides, là aussi, c'est très simple. Ausculter les vaisseaux du cou. Pourquoi? Pas pour l'athérosclérose, non. Mais un vaisseau du cou qui souffle avec un syndrome inflammatoire persistant, vous prenez le pouls de votre patient, s'il n'est pas là, c'est une maladie de Takayasu. C'est comme ça la maladie des femmes sans pouls, c'est comme ça qu'on pose le diagnostic, c'est un diagnostic clinique. Et malheureusement, je continue à recevoir dans mon service des Takayasu en accident vasculaire cérébral ischémique hémiplégique parce que personne n'a vu les pouls et personne n'a ausculté. On a fait des scanners, etc., etc. Et on passe à côté, bien sûr, d'une maladie de Takayasu. Et puis, thorax, abdomen, le reste est extrêmement facile. Donc là, je ne vais pas détailler cela parce que vous êtes tous des champions d'échographie. Donc, c'est des choses que vous allez poser au diagnostic. Et puis, regardez, ça, c'est un patient dans ma consultation. Et regardez, c'est easy. Il faut enlever les chaussettes de vos patients. C'est une embole de cristaux de cholestérol. C'est extrêmement facile de poser le diagnostic. À l'œil nu, on pose le diagnostic de ces maladies. Une fois que j'ai fait tout cela, comment... Je déteste, moi, quand je suis en visite, le matin j'étais en visite, en général mes résidents sont morts de trouille, parce qu'ils préparent la visite, mais il y a un terme que je déteste pendant la visite, c'est j'ai fait un bilan systématique. En médecine, ça n'existe pas un bilan systématique. Un bilan systématique, ça ne veut strictement rien dire. C'est un bilan qui est ciblé en fonction d'hypothèses cliniques. Et voilà, j'ai mis un bilan exhaustif ici, et puis ce bilan exhaustif, vous avez vu que ce n'est pas de la spécialité, c'est de la médecine générale. Donc en gros, c'est ce qu'il faut faire, ne pas oublier les marqueurs tumoraux en sachant, et je répète encore une fois, les marqueurs tumoraux ne posent pas le diagnostic d'un cancer. Il n'y a aucun marqueur tumoral spécifique d'organes, sauf la PSA, mais ce n'est pas un marqueur de cancer, c'est un marqueur de prostate. Une prostatite va vous donner 400 de CRP et va vous donner 400 de PSA, sans que ça soit un cancer, bien sûr. Et puis après, il y a des choses easy. La fièvre queue, très simple. Borréliose, les gens qui vont faire de la randonnée, c'est très à la mode actuellement au Maroc. Et puis n'oubliez pas le VIH. Pas plus tard que c'est pendant 2026, j'ai eu un prêtre, 4 imams jamais avec une sérologie HIV. Donc là aussi, la vie ne fait pas le moine, comme on dit. Et donc, il faut rester, c'est ce que je passe comme message, il faut rester procéduriel, systématique, comme le commandant de bord dans un avion. Avant de décoller, il vérifie tout. Et c'est ce qu'il faut vérifier. Et donc, quand on a fait tout cela, peu de syndromes inflammatoires deviennent persistants. Dernière partie de mon topo, et donc je vais respecter le temps qui m'est imparti, lequel a la meilleure rentabilité diagnostique parmi ces examens complémentaires? Scintigraphie au gallium, scintigraphie au globule blanc marqué, le PET-FDG, donc le PET scan,
le scanner thoraco-abdominopelvien et bien sûr la biopsie de l'artère temporale. Meilleure rentabilité diagnostique, on ne peut pas répondre à cette question. Celui qui oserait donner un examen aurait tort. Pourquoi? Parce que ça dépend également du contexte. Si c'est 60 ans avec une VS accélérée, je vais dire biopsie de l'artère temporale. Si je dis un sujet jeune avec un antécédent de Hodgkin, je vais dire scanner thoraco-abdominal. Si je dis que j'ai tout fait et que je n'ai rien trouvé, ben je vais dire c'est le PET scan. D'accord? Donc voilà comment on peut raisonner. Et le PET scan actuellement, et je le dis, ce n'est pas parce que mon épouse est spécialiste de médecine nucléaire, mais c'est que tout simplement le PET scan actuellement, c'était l'apanage du médecin spécialiste en troisième intention. Les choses ont complètement changé. Dans les recommandations, les fièvres au long cours, c'est un examen qui passe en deuxième intention, bien avant les examens extrêmement invasifs. Pourquoi? À condition, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Vous mettez le PET scan à condition d'avoir fait ce que vous deviez à faire. Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire un PET scan uniquement chez tout malade venant. Non, c'est quand vous faites le raisonnement que j'ai fait, vous ne trouvez rien. Et à ce moment-là, vous êtes en droit de demander un PET scan. Troisième et dernière étape, voilà ce que j'ai mis. C'est l'attitude que vous devez avoir. Et c'est ce que j'ai mis ici en fonction du contexte. Soit le PET va monter ici, soit le scan va descendre ici. C'est en fonction, bien sûr, du contexte. PET et syndrome inflammatoire persistant, là aussi, il ne faut pas qu'on vous vende des choses fausses. Il ne faut pas, parce que dernièrement, il y a un patient qui m'a dit « Vous savez le terme non, un PET scan, quand c'est mal fait, ben, ça ne va rien vous montrer. C'est jeté 10 000, 8 000 ou 9 000 dirhams dans le sable. Ça ne sert strictement à rien de faire un PET scan quand ce n'est pas bien étudié. Pourquoi? Parce que le PET scan n'a pas une sensibilité de 100%. Parce que le PET scan n'a pas une spécificité de 100%. Et que dans les meilleurs des cas, ben le PET scan n'a un apport diagnostique que dans 70% des cas. Et que, oui, c'est un rôle important dans les prothèses endovasculaires, il n'y a pas mieux. Quand vous avez une prothèse, même le scanner est normal, c'est le PET qui va vous poser la question. Quand vous avez une vascularite des gros troncs, le PET, c'est le meilleur parce qu'il vous permet de voir la fixation au niveau des vaisseaux. Dans les cancers et les hémopathies, là aussi, le PET est extrêmement fiable. Mais, bien sûr, s'il vous plaît, qu'on ne vous dise pas que le PET a une sensibilité, une spécificité de 100%, ça n'existe pas, ça ne règle pas tous les problèmes. Il règle des problèmes quand on a suivi un bon raisonnement diagnostique. Et puis, il y a le TO. Le TO, biopsie de l'artère temporale, coloscopie, etc., etc. Tout cela, c'est le contexte. Et j'ai mis ici quelque chose qui me paraît intéressant, c'est l'électromyogramme. Parce qu'on passe tous à côté. Pourquoi? Parce que personne ne fait un examen neurologique devant un syndrome inflammatoire persistant. Et l'examen neurologique est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fonction, pourquoi l'EMG est important? Parce que l'EMG vous guide dans votre raisonnement diagnostique. Et vous savez très bien, il y a les formes axonales, il y a les formes démyélinisantes et les formes neuronales. Et quand vous avez une neuropathie, quand vous avez une forme axonale, ben vous êtes très rapidement orienté vers une étiologie. Et puis très rapidement, vous savez dans quel contexte et quelles sont les hypothèses que vous devez évoquer. Et puis, un monsieur de 55 ans ou de 60 ans qui fait une neuropathie périphérique, ben, je vais penser à 3 diagnostics, à l'amylose, à un myélome multiple, éventuellement une amylose à elle, et je vais penser aux vascularites. Et très rapidement, je suis orienté et je vais faire, bien sûr, ma biopsie neuromusculaire qui me permettra de poser le diagnostic. Donc voilà, l'utilité, en fin de compte, des examens complémentaires en fonction du contexte et en fonction de l'âge. Et puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, l'écho Doppler veineux et puis le PET scan va vous faire le diagnostic d'une thrombose veineuse. On a vu des PET scans réalisés des patients inflammatoires et en fin de compte, c'était une phlébite des membres inférieurs et heureusement qu'ils n'ont pas fait d'embolie pulmonaire. Et puis, quand on ne trouve rien, c'est ça la vraie question. Et c'est ça, en fin de compte, ça plutôt, c'est l'affaire de l'interniste. En effet, je suis d'accord avec vous. Et c'est une situation où, quand les choses sont correctement faites, elles ne représentent que 5 à 10% des situations. C'est le cas du malade qui a tout eu, un bon raisonnement, et qui est en train de s'aggraver devant vous. Dans ce cas-là, oui, vous êtes en droit de démarrer un traitement d'épreuve antibacillaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un traitement d'épreuve antibacillaire, ce n'est pas 6 mois. Un traitement d'épreuve antibacillaire, c'est 15 jours. Si le syndrome inflammatoire persiste, c'est que ce n'est pas une tuberculose. Au mieux, c'est 1 mois. Donc, si ça persiste après 1 mois, vous arrêtez votre traitement antibacillaire, c'est que ce n'est pas une tuberculose. Le traitement d'épreuve par corticoïdes est justifié? Oui, mais à condition que vous ayez tout fait, pas en première intention, parce qu'il y a des maladies qu'on n'arrive pas.
et puis la probabilité d'une infection néoplastique demeure non diagnostiquée est grande, il faut savoir attendre. Un syndrome inflammatoire inexpliqué aujourd'hui peut devenir expliqué quelques mois après. Il faut savoir s'arrêter quand il n'y a pas de signe de gravité et examiner vos patients en consultation. 30% des syndromes inflammatoires vont rester inexpliqués. Encore mieux, des syndromes inflammatoires inexpliqués vont normalement tout simplement régresser sans problème. Et voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Suivi clinique et biologique, regardez. En ayant tout fait, vous avez 30% qui vont régresser tout seuls en 3 à 6 mois. Ça, il faut être humble. Voilà. Les gens qui se croient pour Dieu en médecine, ben ça les remet sur terre et ça vous dit que la médecine ne peut pas tout expliquer. La deuxième chose, c'est que 30% le diagnostiquera ultérieurement. Il faut savoir être patient quand il n'y a pas de signe de gravité. Et puis, sans diagnostic établi, c'est ce qu'on appelle aussi être humble, c'est que dans 30% des cas, en ayant tout fait, en ayant été Dr House, si vous voulez, puisque vous êtes tous des Dr House, ben vous ne trouverez rien du tout. Et c'est des patients qu'on va continuer à surveiller tant qu'il n'y a pas de signe de gravité. Et voilà ce que j'ai mis. Ça, c'est pour un petit clin d'œil pour mon ami Mouna Mahama pour les spécificités gériatriques. Quand vous avez un sujet âgé, vous devez évoquer les encas pour les vascularites. Vous devez penser à la maladie d'Orton avec une biopsie de l'artère temporale. Et puis, parce que ce n'est pas parce que c'est un sujet âgé qui ne peut pas faire le VIH, qui ne peut pas faire la syphilis. Dans ma consultation, on en a plein. Et j'ai des exemples à vous donner, et c'est des exemples marocains qu'on arrête de nous raconter. C'est des malades qui viennent d'ailleurs, c'est des malades purement marocains. Et puis, je raconte toujours cette histoire de la vieille dame de 73 ans, veuve depuis 40 ans, qui fait une primo-infection à VIH. Ça ne tombe pas du ciel, vous devinez d'où est-ce qu'elle a chopé. Bilan négatif, traitement symptomatique et danger vital, et c'est là où vous avez le droit. Et là, vous avez le droit de tout dégainer. Vous avez un syndrome inflammatoire persistant, vous ne trouvez rien, vous avez un malade qui s'aggrave. La personne ne vous en voudra de tout faire, mais pas au début. Parce que nous, au début, qu'est-ce qui arrive? C'est des malades qui arrivent chez nous, qui vont bien, et à qui on a mis premier antibiotique, deuxième antibiotique, troisième antibiotique, antifongique, antiviral, antibacillaire, etc. Ah, on nous l'envoie? Non. On ne fait rien. S'il s'aggrave, là, vous êtes en droit. Antibiothérapie à large spectre, avec antibacillaire, avec corticoïdes et avec colchicine. Il n'y a aucun mal de tout mettre quand vous avez respecté les délais. Et pour les cas non résolus, il faut appeler les médecins de force parce que c'est les meilleurs médecins du Maroc. Je vous remercie.